Bonjour à tous, chers élèves de première STL. J'espère que vous vous portez pour le mieux. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour étudier la dernière partie de notre leçon H3 consacrée à la Troisième République. Cette partie dans laquelle nous allons étudier la colonisation est absolument essentielle pour votre programme de terminale. En effet, en terminale, vous étudierez la décolonisation. Par conséquent, si vous ne savez pas ce qu'est la colonisation, cela risque d'être, ma foi, assez compliqué. Avant même d'attaquer, je tenais à vous signaler le fait que dans cette partie, nous allons parler au cours de cette vidéo d'éléments assez difficiles à entendre, hein. Il y a eu des choses compliquées lors de la colonisation. On parle parfois de violences extrêmes. Vous verrez tout ça. De fait, je suis désolée déjà pour les âmes sensibles. Néanmoins, étudier la colonisation sans évoquer de tels points serait vous mentir et ne vous permettrait pas, dès lors, de comprendre certains ressentiments qui perdurent, hein, notamment en Afrique et en Asie, à l'encontre des Européens, parce que évidemment ça nourrit quelque chose. Eh bien, nous attaquons. Ce grand 4 s'intitule Une république coloniale. Alors, avant même de commencer, voyons ce qu'est la colonisation. Donc, c'est une notion cette année. La colonisation, c'est le fait qu'un pays conquiert, puis domine un territoire et une population qui n'est pas sienne au départ. Donc, notamment, la France, par exemple, a colonisé le Maroc, l'Algérie ou encore la Tunisie. Et elle s'est ainsi établie en dominant les populations locales qui vivaient donc sur place initialement. On parle alors de populations autochtones, les populations qui étaient là au départ. Alors là, je vous mets, vous pouvez voir sur votre écran, un planisphère qui montre la colonisation en 1914. Donc c'est à la fin de notre chapitre. Hop, je me bouge un petit peu. Fin du chapitre. Là, vous avez les différents empires coloniaux, c'est-à-dire les empires, vous vous rappelez, on avait déjà étudié cette notion-là, hein, c'est le fait qu'un pays conquiert d'autres territoires un peu partout et l'ensemble forme un empire. Donc par exemple, en bleu, figuré de surface bleue, la France conquiert, comme vous le voyez, toute cette partie-là de l'Afrique et ici, une partie de l'Asie que l'on appelle alors l'Indochine. De la même façon, les Britanniques, donc les Anglais, vont coloniser tout ce qui est en rose sur cette carte, les Portugais, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, etc. Bref, en fait, pendant la période que nous étudions, c'est-à-dire de 1870 à 1914, nous allons avoir des pays européens qui vont partir à la conquête de nouveaux territoires qui étaient alors très peu connus, hein. En fait, l'Afrique, on connaissait que les côtes, très peu l'intérieur des terres, et vont décider de coloniser ces territoires-là, de les dominer. Alors pour débuter ce grand 4, nous allons tout d'abord nous questionner sur les causes de la colonisation. Pourquoi les puissances européennes, pourquoi les pays européens sont-ils partis à la conquête de territoires en Afrique et en Asie? Quelles ont été leurs motivations? Pour étudier ces causes de la colonisation, nous allons revenir régulièrement, vous le verrez, sur un discours prononcé par un homme que vous connaissez déjà, puisque cet homme n'est autre que Jules Ferry. Alors je vous rappelle, Jules Ferry a notamment été ministre de l'Instruction nationale, l'ancêtre de l'Éducation nationale, et a rendu l'école gratuite, publique, obligatoire pour tous les enfants de France, l'école primaire. Donc cet homme, Jules Ferry, a également été ministre des Affaires étrangères et donc a eu beaucoup de poids sur la colonisation. Et nous allons voir ensemble un de ses discours prononcés face aux députés qui va vous permettre de comprendre pourquoi la France est-elle partie à la conquête de nombreux territoires en Afrique et en Asie pour les dominer. Alors ce discours de Jules Ferry, le voici. Nous n'allons pas le lire tout de suite en intégralité. En fait, on va zoomer sur certaines parties au fur et à mesure de ce A. Alors, on lit cet extrait. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, c'est descendre du premier rang au troisième rang, puis au quatrième. Est-ce que les gouvernements français laisseront d'autres que nous s'établir en Tunisie, d'autres que nous faire la police à l'embouchure du fleuve Rouge? Qu'est-ce qu'est en train de nous dire alors Jules Ferry? Jules Ferry est en train de dire que si la France ne part pas conquérir de nouveaux territoires en Afrique et en Asie, en fait, elle va se retrouver rétrogradée dans le rang des puissances européennes. Donc, qu'est-ce qui motive la colonisation? Eh bien, première cause, tout simplement la rivalité entre les puissances européennes, savoir laquelle sera la plus puissante, laquelle aura le plus de territoires.
Autrement dit, le but étant que la France, par exemple, ait plus de territoires en Afrique et en Asie que l'Allemagne, que le Portugal et autres, pour s'affirmer en tant que puissance. Si on revient sur ce planisphère que je vous ai déjà montré au préalable, on le voit bien, ces puissances européennes auront l'envie de conquérir des territoires sans cesse, plus que le voisin, afin d'être plus puissant. Donc, on regarde un petit peu, vous le voyez, hein, donc les Français, on a vu en bleu, en rose, les Britanniques, en espèce de violet lilas très clair, les colonies allemandes, en orange les colonies hollandaises, en beige rose pour vous les colonies portugaises, ici en violet le Congo, actuelle République démocratique du Congo, la Belgique, etc., etc. Donc on a vraiment cette volonté pour les pays européens de coloniser des territoires afin d'être le plus puissant. Deuxième raison qui a poussé les Européens à partir à la conquête et à coloniser de nouveaux territoires, eh bien ici. Les colonies sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, il faut contextualiser en fait. Au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes. En fait, à la fin du 19e siècle, l'Europe connaît une grave crise économique. Et du coup, elle est dans une période d'industrialisation. Ça, on l'avait déjà vu avec la multiplication des usines. Donc, elle a plein de choses à vendre qui sont produites dans ces usines. Sauf que, comme on est en période de crise économique, les Européens consomment de moins en moins. De fait, l'Europe, les pays européens se retrouvent avec plein d'éléments construits, mais ils n'ont personne à qui vendre puisque les Européens n'achètent plus. Du coup, pour vous, avoir un nouveau territoire, c'est une possibilité pour votre économie de trouver un débouché, ce que dit Jules Ferry, c'est-à-dire un endroit où vendre vos produits. Par ailleurs, dans la même raison, en fait, ce qui est une raison économique, vous l'aurez compris, on a aussi la volonté pour les puissances européennes, dans un contexte d'industrialisation, de trouver des matières premières, des métaux précieux et autres dans les colonies. Par exemple, du caoutchouc, par exemple, du blé pour voilà, du café, etc., etc., etc. Donc là, on est sur un enjeu économique. Petite illustration hein, pour vous montrer l'enjeu économique de la colonisation, le fait de trouver des ressources qui serviront, des ressources alimentaires ou des métaux, et des débouchés à trouver pour vendre les produits. Vous avez cette affiche qui est révélatrice. Les comptoirs des colonies, hein, en fait. Donc ce sont plein de boutiques qui se sont ouvertes en France à cette époque-là, fin 19e, début 20e, pour vendre des produits issus des colonies. Donc là, ici, on parle de café. Voilà. Donc vous avez bien cette raison importante qui est d'aller récupérer des ressources pour l'Europe. L'exploitation des ressources par les Européens en Afrique et en Asie a parfois débouché sur des situations absolument atroces. Ici, on ne va pas parler de la France, même si la France, comme toutes les autres puissances européennes, a pratiqué le travail forcé dans ses colonies, c'est-à-dire que ce n'était plus de l'esclavage, mais les habitants étaient dans l'obligation de travailler avec une rétribution financière absolument minable. Là, ce que je vais vous prendre comme exemple d'exploitation atroce qui a eu lieu, ça se déroule au Congo, donc ici, actuelle République démocratique du Congo, ce que vous avez en violet. C'était une colonie belge. Et donc, au Congo belge, il y a eu une affaire absolument atroce que vous avez illustrée ici. On a quelques photos encore aujourd'hui hein, qui montrent cela. C'est une affaire que l'on appelle l'affaire du caoutchouc rouge. Rouge pour la couleur du sang qui a été versé pour exploiter ce caoutchouc. En fait, le Congo belge est alors géré par des compagnies privées qui exploitent le caoutchouc sur place. Donc, on est bien sur une ressource à exploiter, le caoutchouc dont l'Europe a besoin et il y a beaucoup de caoutchouc au Congo. Donc les Belges en question ont décidé sur place de faire travailler les populations locales de façon forcée pour qu'elles ramènent du caoutchouc. Sauf que tout cela a dégénéré et on a appris hein, par le biais de journalistes qui ont mené l'enquête, notamment que sur place, lorsque les enfants et adultes ne ramenaient pas suffisamment de caoutchouc, on leur coupait l'avant-bras en fait.
Il y a eu des milliers de personnes concernées par cet état de fait. Ça a fait un gros scandale en Belgique et alors après, tout a été arrêté au début du XXe siècle, mais c'est quand même quelque chose à souligner. Troisième raison qui a également poussé à la colonisation, il faut aussi savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut se passer sur la surface des mers d'abris solides, de défense et de centres de ravitaillement. En fait, là, qu'est-ce qu'est en train de nous dire Jules Ferry? Tout simplement que pour la France, le fait d'avoir plusieurs territoires va lui permettre de mettre des bases un peu partout dans le monde, des bases terrestres et maritimes, et alors de pouvoir contrôler les routes maritimes et donc contrôler le commerce, mais également avoir des flottes militaires pour la défense. Donc ça permet à la France de contrôler un petit peu tout un tas d'endroits dans le monde. Avant-dernière raison qui a poussé à la colonisation, c'est ce qu'on appelle la mission civilisatrice. Vous allez comprendre tout de suite. Messieurs, il y a un second point que je dois aborder. C'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ce devoir a souvent été méconnu dans l'histoire des siècles passés. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation. Alors, cet extrait est révélateur de la pensée de l'époque, cet extrait est profondément raciste, mais Jules Ferry n'est pas une exception, hein. Bien au contraire, il s'inscrit dans la pensée de l'époque, donc ce n'est pas Jules Ferry le cas à souligner, c'est véritablement, vous allez le voir, hein, la pensée de l'époque. En gros, que dit la France ici et que dit Jules Ferry? La France se doit d'aller coloniser des populations africaines et asiatiques pour leur apporter le savoir, la connaissance, puisque les Français sont supérieurs aux autres peuples qui sont jugés comme inférieurs. Donc là, on parle de mission civilisatrice, apporter la civilisation. Rien que ce terme est profondément raciste. Alors, quelques illustrations pour vous montrer ça. Là, je vous mets une couverture d'un manuel scolaire de 1900 où on voit en fait une caricature sur la colonisation française. Donc ici, vous avez notre Marianne, symbole français. Elle tient un bouclier sur lequel on a le drapeau français avec écrit Progrès, civilisation, commerce. Et vous avez tout autour de cette Marianne des populations africaines et ici des populations arabes et asiatiques. Donc là, vous comprenez bien, je pense, avec cette caricature, cette Marianne qui arrive par la mer et qui va apporter de fait à ces populations qui étaient sous-civilisées, sauvages, progrès, civilisation, etc., etc. Donc on est vraiment sur une vision très raciste des peuples de l'époque, avec une supériorité certaine pour la France. Alors ici, de la même façon, on a la colonisation du Maroc par la France, vue du coup par les Français de l'époque, qui fait la une du petit journal en 1911, quand la colonisation marocaine est quasiment achevée. Et là, pareil, on voit cette Marianne qui arrive sur le sol marocain, avec des Marocains qui se mettent à genoux devant elle, comme si elle était exceptionnelle. Vous voyez la différence de taille aussi, on a une Marianne extrêmement grande, révélatrice de la grandeur de la France. À l'inverse, on a des populations locales très petites, agenouillées, pour vraiment montrer cette soumission à la France. Et pour petite info, elle tient donc une corne d'abondance. Donc la France apporte l'argent, la richesse qu'ils n'avaient pas. Pour illustrer à nouveau ce racisme ambiant qui nourrit la colonisation, je vous mets ici un extrait d'un manuel scolaire d'école primaire où on vous présente les races, la race blanche, la race rouge, les Indiens d'Amérique, la race jaune et la race noire. Et qu'est-ce qu'on lit en dessous? La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Elle se reconnaît à sa tête ovale, à une bouche peu fendue, à des lèvres peu épaisses. Donc vous avez cette notion de perfection de la race blanche qui va du coup avoir pour devoir de civiliser les autres races inférieures. Dernier élément pour vous exprimer ce racisme ambiant de l'époque et qui justifie la colonisation, mais je pense que vous l'avez bien compris, c'est Tintin au Congo. Alors Tintin au Congo, cet ouvrage a été publié, cette BD, en 1931 et elle est vraiment révélatrice de la pensée de l'époque. Alors, on y va, on est au Congo belge donc, Tintin, album belge. Célie en a volé mon beau chapeau de paille. Non, Célie en a volé. Qui a dit la vérité? Donc on a deux Noirs africains, deux Congolais qui se battent pour un chapeau de paille.
Tintin arrive, grand sauveur. Ah, c'est pour ce chapeau de paille que vous vous disputez. Eh bien, je vais vous mettre d'accord tous les deux, voilà. Et Tintin coupe le chapeau de paille en deux. Lit blanc, lit très juste, lit donner à chacun la moitié du chapeau, lit noir très con. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est grave. Juste parce que Tintin coupe en deux un chapeau, voilà. Il est brillant parce que les noirs sont très très cons et que du coup, ils ne pourraient pas comprendre. Et alors, hein, dans la suite de cette page de BD, Tintin se retrouve mis comme chef dans cette tribu. Alors pareil, on est révélateur de la pensée de l'époque. Véritablement, hein, c'est pas l'auteur qui est profondément raciste, c'est la pensée de l'époque. Pareil, Tintin au Congo, Tintin dans une salle de classe qui vient apporter le savoir. Mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique. Donc ils sont colonisés par la Belgique, ils doivent être belges, donc on va leur expliquer ce qui se passe en Belgique. Tintin, il y en a deux qui bavardent là-bas, dit Milou, parce que Milou est quand même plus brillant que des Noirs africains. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par quelques additions. Qui peut me dire combien font 2 plus 2? Personne. Voyons, 2 plus 2, 2 plus 2 égale. On est en train de dire que les Africains sont dans l'incapacité de faire 2 plus 2. On a terminé donc les causes qui ont poussé à la colonisation. De fait, je vous rappelle, on a d'abord la volonté d'être plus puissant que le voisin, d'être meilleur que l'autre pays européen en ayant plus de territoire. Autre raison qui a poussé à la colonisation, le fait d'avoir des débouchés économiques, de vendre ses produits et d'exploiter les ressources sur place pour qu'elles servent à alimenter l'industrie française, l'industrie britannique, l'industrie allemande, etc. Troisième raison, le fait de posséder plusieurs territoires va permettre à la France de mettre des bases militaires et autres un peu partout dans le monde. Et quatrième raison, cette mission civilisatrice a porté la civilisation à des populations jugées inférieures. Dernière raison qui convient de souligner, qui n'est pas présente dans le discours de Jules Ferry, c'est aussi le goût de l'aventure, hein, l'envie de découvrir de nouvelles terres, mais également une raison religieuse. Pour beaucoup, notamment de frères et de sœurs chrétiens, qu'on appelle des missionnaires, l'objectif sera de partir en Afrique et en Asie pour diffuser la religion chrétienne. Donc il y aura aussi cette volonté-là d'étendre la religion chrétienne encore au XIXe siècle. Maintenant que nous avons vu les causes qui ont engendré la colonisation, nous allons voir comment cette colonisation va se passer, comment la conquête va se passer et au final, à quoi va ressembler l'empire colonial français. Alors, tout d'abord, en 1870, quand la Troisième République est proclamée en France, donc, l'empire colonial français se limite à un seul et même pays qui n'est autre que l'Algérie. Donc attention, cette carte, hein, c'est 1914. Donc là, on parle de 1870 au début de notre chapitre. La France a colonisé la seule Algérie en 1830, en fait. Et donc la France a un empire colonial d'1 million de kilomètres carrés et qui comprend 5 millions d'habitants, 5 millions d'Algériens. En 1914, à la fin de notre chapitre, ce même empire colonial français est de 10 millions de kilomètres carrés, multiplié par 10 donc, et correspond à 55 millions d'habitants. Donc, je vous rappelle, la France va coloniser en fait tout le Maghreb, donc toute l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, ce que vous connaissez maintenant sous ces noms-là, une grosse partie de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire, ici l'Afrique de l'Ouest, avec des pays comme le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, etc., etc. Et aussi une partie de l'Asie, juste là, qui s'appelle l'Indochine à l'époque. En fait, c'est aujourd'hui le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Donc, comment ça s'est passé? Alors déjà, il faut savoir que la France est passée donc d'une seule colonie, l'Algérie, à tout un tas de colonies, parce qu'à partir des années 1880, on va avoir ce qu'on appelle la course aux colonies. Donc en fait, la course aux colonies, c'est une course qui va être réalisée par les puissances européennes. La France, l'Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, etc., etc. Donc comme on l'a vu dans le A, hein, le but étant d'être plus puissante que son voisin. Donc, ces puissances européennes veulent chacune avoir une part du gâteau africain ou une part du gâteau asiatique. Pour cela, elles vont quand même faire des accords entre elles pour se mettre d'accord sur le partage. Et notamment, on va prendre que cet exemple-là, mais il y aura beaucoup d'accords. Un accord passé lors de la conférence de Berlin, comme son nom l'indique, qui se déroule à Berlin, en 1884-1885. Et en fait, là, on va avoir 14 chefs d'État européens qui vont se réunir pour se mettre d'accord sur les règles à venir pour le partage du continent africain.
Petit point hyper important, on va se mettre d'accord entre Européens, 14 pays, sur comment se partager ce territoire, mais pas un seul Africain ne sera convié lors de cette conférence de Berlin. Ce qui doit quand même vous choquer, c'est qu'on va partager un territoire, partager des populations en deux, en trois. Toi, tu seras avec les Français, toi, tu seras avec les Allemands, etc., etc. On va se mettre d'accord sur les règles, sans Africains, pour expliquer comment est organisée l'Afrique, quelles sont les ethnies qu'on trouve à tel endroit, comment ça se passe plutôt ici et là. Donc en fait, vous le comprenez, la colonisation, ça va poser de gros soucis, parce qu'on va rassembler entre elles des ethnies qui n'étaient pas forcément amies, hein, mais parfois ennemies profondément. On va diviser d'autres ethnies en deux, etc. Bon, cette conférence de Berlin, elle a donné lieu à de nombreuses caricatures. Il y a des gens qui s'opposent à la colonisation hein, déjà à l'époque. Par exemple, cette caricature, vous voyez, à chacun sa part. Et voilà, l'Afrique correspond à un paquet à un gâteau que nos dirigeants européens se divisent en se moquant éperdument des populations que l'on trouve sur place. Alors, ce qui va nous emmener à un partage de l'Afrique, en fait, plutôt clair et établi. C'est-à-dire que si vous regardez les frontières africaines, vous vous rendez compte de façon assez claire qu'elles ont comme été tracées à la règle. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé, hein, grosso modo. Les puissances se sont mises d'accord entre elles et en fait, on va faire des frontières selon notamment euh, les montagnes, etc., etc. Et on va se mettre d'accord entre nous sur place. Qu'est-ce qui est décidé en fait à Berlin? Tout simplement, chaque pays, par exemple la France, arrive ici sur le littoral. Elle colonise, elle colonise, elle colonise, elle rentre dans les terres. Et dès qu'elle rencontre un nouveau pays européen qui a colonisé, ici le Royaume-Uni, elle s'arrête. Et ils se mettent d'accord. Alors, il y aura plein d'accords comme ça, néanmoins, il va quand même y avoir des tensions. Ces accords ne vont pas tout régler. Par exemple, pour le Maroc, en 1911, grosse tension, grosse rivalité au Maroc entre la France et l'Allemagne, qui va finalement être résolue par le fait que la France conquiert le Maroc et non l'Allemagne. Alors, cette conquête de territoire, elle va souvent se passer dans la violence. Il faut que vous retiriez de votre tête cette idée selon laquelle les Français, par exemple, sont arrivés et les Noirs africains, les Asiatiques, ont été ravis d'accueillir les Français en se baissant à leurs pieds, en s'agenouillant, comme on a pu voir dans les caricatures précédentes. Bien au contraire, ça ne va pas se passer comme ça. En fait, on va avoir très souvent une forte violence parce que les populations locales vont se soulever contre les colonisateurs qui arrivent, contre les Français, contre les Allemands, contre les Italiens et autres. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer ça. Par exemple, en Algérie, c'est un peu avant notre chapitre, hein, ça va être fin des années 30 jusqu'en 1847, pardon, il va y avoir une énorme révolte contre les Français, menée par un homme qui s'appelle Abdelkader, qui est encore très très célèbre, hein, héros national en Algérie du coup. Alors cette révolte, elle va être écrasée, comme quasiment partout. Au Dahomey, là, c'est le Bénin actuel, ce pays-là. Fin des années 1890, la France va également être confrontée à une révolte hyper importante de la part des populations locales qui sont guidées par leur roi et qui vont soulever. Ces révoltes vont quasiment toutes être écrasées dans la violence par les puissances européennes parce que les puissances européennes disposent d'une supériorité technique et militaire certaine. Donc voilà. Petit élément d'information, par exemple, l'Afrique va être intégralement colonisée par les puissances européennes, intégralement, à l'exception de deux pays qui sont l'Éthiopie, juste ici. L'Éthiopie, c'est le seul pays qui va réussir en se révoltant à gagner sur l'européen, le colonisateur européen. Et là, pour le coup, c'est les Italiens qui vont perdre en Éthiopie. Les Éthiopiens vont remporter, vont faire partir les Italiens. Donc l'Éthiopie ne sera jamais colonisée. Et deuxième pays, deux pays seulement, hein, vous vous rendez compte vu la taille du continent, c'est le Liberia, du coup, que vous avez juste là. Liberia n'a pas été colonisé, c'est tout simple. Liberia, c'est un pays qui a été créé par des Américains, en fait, suite à l'abolition de l'esclavage. On va créer ce pays pour mettre des esclaves libres d'Amérique qui souhaitent revenir en Afrique. Donc évidemment, les Européens ne vont pas aller coloniser ce pays-là. Alors, ces révoltes qui vont être écrasées pour conquérir les territoires vont parfois amener à des choses absolument dingues. Par exemple, en Indonésie, aujourd'hui, si un jour vous allez en Indonésie, l'Indonésie, je vous rappelle, c'est des îles comme Bali, par exemple, on va avoir sur une île quelque chose de fou. Une île, elle était dirigée par une puissante dynastie, donc une monarchie hein, sur place. Et en fait, quand les dirigeants vont voir arriver les Hollandais par la mer, et qu'ils vont comprendre que c'est terminé, qu'ils vont perdre leur puissance et qu'ils vont être colonisés, eh bien toute la famille royale, absolument toute,
va décider, eh bien, toute la famille royale va décider de se pendre dans leur palais. Voilà. Alors parfois cette conquête, dans tous les cas, elle a quand même été violente, mais parfois les violences vont être extrêmes. Pour illustrer ces violences extrêmes, qui ont eu lieu parfois lors de la conquête européenne de pays, de territoires africains et asiatiques, on va prendre deux exemples. Petit point important. Lorsque je vous parle de violences extrêmes, ça veut bien dire que c'est des choses qui se sont rarement passées. Ce sont des cas très particuliers, mais qui méritent malgré tout d'être soulignés, car ils nourrissent énormément de ressentiments de la part des populations locales. Alors ici, c'est une violence extrême qui a été réalisée par des Français. C'est peu connu, très peu connu. Vous les chanoines, les voilà. Ce sont deux capitaines militaires français qui vont être envoyés en Afrique en 1899 pour tout simplement, vous suivez mon curseur, en fait aller du Sénégal, donc la côte littorale, jusqu'au Tchad, signer avec les autorités locales, donc les rois locaux, les chefs locaux, des accords pour dire ok, nous acceptons d'être colonisés par la France. C'était leur objectif, ils partaient avec plusieurs militaires, avec plusieurs soldats pour signer des accords locaux. Donc tout ça devait se passer de façon pacifiste, même si évidemment la France savait que parfois, si on envoyait des militaires, cela pouvait quelque peu dégénérer, mais l'objectif n'était pas de réaliser un massacre, hein, on est bien d'accord. Et en fait, ces deux hommes vont cesser de donner des nouvelles à la France. Ils ne vont pas renvoyer les rapports qu'ils étaient censés faire pour dire voilà, on a signé un accord avec telle et telle ethnie, avec telle et telle ethnie. Non, on n'a rien, on n'a plus de nouvelles. L'État français n'a plus de nouvelles. Donc là, scandale, on apprend dans le journal Le Matin en France que un village qui a pourtant signé l'accord avec eux a été massacré. C'est-à-dire qu'ils ont signé l'accord avec les populations sur place et en fait ils ont massacré les trois quarts de la population des habitants. Donc là, autant vous dire que l'armée française se rend compte qu'il y a un problème puisqu'ils ne donnent pas de nouvelles, les chanoines, tous ces deux-là. Et donc l'État français décide d'envoyer un colonel sur place pour essayer de les retrouver. Où sont-ils? Que font-ils? Ce sont des militaires français. Et en fait, ce général va suivre progressivement l'avancée de ces deux hommes en regardant notamment des petites filles pendues dans les arbres sur plusieurs kilomètres, hein, c'est long. C'est-à-dire que ces deux hommes, en fait, sont devenus fous. L'un d'entre eux, hein, d'ailleurs, s'est proclamé chef de l'Afrique. Et ça a donné lieu à des choses absolument horribles, allant jusqu'à la pendaison de petites filles dans des arbres. Finalement, le général qui a été envoyé pour les retrouver va y parvenir. Il va néanmoins être tué lors de l'affrontement. Et finalement, ces deux hommes seront tués suite à une mutinerie de la part de leurs propres soldats. Alors, ce qui a été à l'époque donné comme raison à leur folie dans les journaux français, c'est que il y aurait une maladie de l'homme blanc, en fait. L'homme blanc, quand il irait en Afrique sous les tropiques à cause de la chaleur, deviendrait fou. Voilà. Donc ça, c'est une des violences extrêmes. Autre violence extrême qui convient d'être soulignée, c'est le massacre des Héréros. Alors, on est ici en actuelle Namibie, et là, ce sont les Allemands qui vont conquérir ce territoire. La population va se révolter sur place parce qu'ils refusent la colonisation, et notamment une population qui s'appelle les Héréros. Et en fait, cet homme, le général von Trotha, qui dirige la conquête allemande, la colonisation de ce territoire, va ordonner à ces hommes de tirer sur toute personne qui dépasse 5 pommes de haut. Autrement dit, en fait, il va ordonner un génocide, tout simplement. Et ce génocide va donner lieu à la mort de 80% de la population héréro qu'on trouvait à ce moment-là au sud de l'Afrique, ici, hein, dans l'actuelle Namibie. Voilà comment va se dérouler la conquête. Donc, je vous rappelle, hein, ça va se faire de façon violente, souvent, même s'il y a eu des accords très pacifistes parfois, de façon violente et parfois avec des violences extrêmes, même si ces violences extrêmes demeurent minoritaires. Donc ainsi, la France va parvenir à obtenir, à avoir, à posséder un empire colonial absolument immense, hein, donc tout ce qui est en bleu, et elle aura en fait le deuxième empire colonial du monde, le deuxième plus grand empire colonial mondial, derrière le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni qui aura le premier.
et la France en second. Tout ça, vous vous en rendez très facilement compte lorsque vous voyagez et que vous vous rendez compte que dans tous ces pays, hein, encore, Madagascar, Mali, le Mali, etc., etc., beaucoup d'habitants parlent encore le français. Ce n'est pas pour rien, du coup, c'est lié notamment à la colonisation. Voilà, nous avons terminé ce AB et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera très courte sur le C. Au revoir à tous!